Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et les nouvelles technologies, cette société numérique qui se construit et qui est aussi pleine d'embûches. On va parler des dark data. Ce sont ces données que l'on oublie dans nos systèmes informatiques. On en parle avec Emmanuelle Hertel qui m'a rejointe en plateau, directrice générale d'Innovation and Trust. C'est une Digital Factory de Tessie. Tessie, une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale, l'optimisation des processus métiers, la personnalisation des parcours clients dont on parle beaucoup en ce moment. Mais alors vous, donc on s'intéresse à cette Digital Factory. Vous allez surtout nous aider à mieux comprendre cette histoire des dark data. C'est pour ça que je vous ai invité, c'est que vous venez de publier, enfin vous allez d'ailleurs bientôt. Oui, il sort là maintenant. Il sort là maintenant. Comme ça, vous nous offrez des informations en avant-première, c'est parfait. Un cahier sur les dark data. Alors je disais des données oubliées, mais quelles sont ces données que l'on est capable d'oublier dans ces systèmes informatiques? Alors elles sont très variées. En fait, par principe, on stocke. C'est une habitude. Alors, ce n'est pas une habitude franco-française, c'est totalement humain. Okay. Par définition, on stocke. On stocke des données qui sont d'une durée de vie légale. On stocke parce qu'on se dit qu'on va en avoir besoin demain, parce que c'est la vie des systèmes d'information. Sauf qu'aujourd'hui, ces dark data, elles sont colossales. C'est plus de 52% des data qui sont stockées dans les data centers aujourd'hui. En France, c'est 56% en France et 52% dans le monde sont des dark data, c'est-à-dire des data qui ne sont pas utilisées. Mais comme vous, dans votre armoire... À partir de combien de temps on décide que c'est une dark data? Alors, ça dépend de la durée de vie. On a des durées de conservation, on a des durées de vie de la donnée. Mais une dark data, elle peut l'être très très vite. C'est-à-dire qu'au moment où on ne s'en sert plus dans un traitement informatique, elle est considérée comme dark data. Donc en réalité, ça va très très vite. Si je prends votre carte d'identité, qui a une durée de vie dans un système avec un droit à l'oubli, mais je peux non seulement oublier de la purger, alors il faut faire attention parce qu'il y a des obligations légales, mais je ne peux aussi ne plus jamais me servir de cette donnée. Et pourtant, à un moment, elle est extrêmement précieuse. Puis 2 heures après, en fait, une fois que le traitement du dossier est fait, j'en ai plus d'intérêt. Or, cette data-là, elle peut me servir. Alors, la carte d'identité n'est pas nécessairement le bon exemple, mais c'est une donnée qui va pouvoir me servir demain pour faire un autre traitement sur autre chose ou créer de la valeur que j'oublie. Et donc, je ressollicite, je recrée d'autres informations, je vais racheter ailleurs. Puis surtout, je continue à accumuler du stockage. Donc, ces dark data, elles naissent du fait de mes usages numériques quotidiens. Exactement, du traitement. Chaque jour. Exactement. Alors du vôtre, à titre personnel, parce que vous générez, vous, en relation surtout avec les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises génèrent du dark data de manière extrêmement importante. Et puis elles ont un coût, ces dark data. Aujourd'hui, elles coûtent plus de 2 milliards d'euros à l'échelle mondiale par mois de non-traitement de ces informations. Donc c'est colossal. Donc ça concerne tout le monde, les dark data? Ça concerne toutes les entreprises? Oui, toutes les entreprises, de petites, moyennes, grosses. Il n'y a pas une cause particulière à la naissance d'un volume important de dark data? Alors il y a 3 causes connues, en tout cas que nous on a référencées chez Innovation and Trust avec nos systèmes. La première, c'est le réglementaire. On a des lois qui nous obligent à conserver des durées. Il y a des durées de conservation dites légales, mais aussi parce qu'à un moment, on n'a pas mis en place ces politiques d'archivage qui vont bien dans l'entreprise. Donc, c'est un sujet. Il y a le fait qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est pas un manque de compétences, c'est juste on ne sait pas quoi en faire. Et puis on n'a pas nécessairement les systèmes chez Innovation and Trust. Pourquoi on a développé ça? C'est parce qu'on a une empreinte éco-responsable extrêmement importante. On est jeune, la Digital Factory est jeune au sein de Tessie, elle a 2 ans maintenant, mais aussi parce qu'on a créé Innovation and Trust pour être human interactive, être toujours tourné vers l'humain. Or, l'empreinte carbone est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et lorsqu'on a développé notre fameuse compta carbone qu'on appelle EcoData maintenant, et qui nous permettait de mesurer cet impact de cette data dans les systèmes d'information de nos clients et de proposer ce qu'on appelle des content services plateformes, des plateformes de gestion de contenu, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un volume colossal et que les entreprises passent leur temps à essayer de recréer de la data à côté tout le temps, alors qu'elles ont un patrimoine énorme dont elles ne se servent pas. Et alors, vous parliez de 3 causes. Donc, vous disiez, on a le problème réglementaire, le problème de l'archivage qui est mal géré. Voilà, je ne sais pas quoi en faire. Et la troisième raison? Et puis, la troisième raison, elle est sur la non-compétence. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas nécessairement les personnes en interne ou les bons accompagnants pour pouvoir les aider aussi à recréer de la valeur avec cette data. Mais c'est quelque chose de juste impressionnant. On dit parce que les conséquences, vous nous avez dit, donc ça peut coûter très cher. Ça coûte très cher, ça coûte horriblement cher, ça coûte cher en quoi? En puissance de calcul, en espace de stockage? En espace de stockage, surtout. Le premier élément, c'est l'espace de stockage. Quand on voit aujourd'hui avec l'évolution des prix de l'électricité, chaque fois que vous consultez un document, ça coûte en électricité. Eh bien,
aujourd'hui, on ne se pose pas la question de se dire j'ai ça, j'ai stocké, voire même en entreprise, on a fait pire, c'est qu'on est parti chez des hébergeurs tiers extérieurs et en disant c'est bon, c'est plus chez moi. Si, en fait, c'est chez toi et ça te coûte. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, nos datas et les datas de l'entreprise, c'est comme un Parisien avec la Tour Eiffel. Il passe devant tous les jours, il la trouve très belle, mais il n'en fait rien. Il ne va pas la visiter. Je ne sais pas depuis quand vous n'êtes pas monté à la Tour Eiffel. Mais les dark data, c'est exactement ça. Ça peut coûter aussi en cyberattaque. Est-ce que c'est une source de failles bien sûr. Dans les systèmes, bien évidemment. Alors, quand je dis bien évidemment, c'est bien sûr. Votre remarque, elle est totalement pertinente. C'est-à-dire qu'on le voit là avec les récentes attaques. Du patrimoine qui n'est pas stocké correctement, qui n'est pas utilisé et qui donc on n'en a pas conscience, mais c'est de l'information hyper importante. Aujourd'hui, on a des hôpitaux qui ont été hackés. On a pris des dossiers qui sont des dossiers récents, mais aussi d'anciens dossiers. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui faisait partie des dossiers patients qui ont été volés à l'hôpital de Corbeil. On n'est pas en train de parler d'un dossier qui a 3 semaines. On est en train de parler d'un dossier qui avait 1 an et demi maintenant. Donc, on est déjà en dark data. Et en termes d'impact écologique, alors vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on sait vraiment mesurer Non, c'est très dur aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a développé notre compta carbone EcoData. C'est surtout parce qu'on voulait mesurer et donner cette empreinte carbone. Et chez Innovation and Trust, cette volonté d'être human interactive, c'est surtout d'aller dire à nos clients, écoute, Delphine, t'es bien gentille avec les données que tu veux nous donner dans nos data centers, mais combien ça va coûter ? Et non, tu vas pas sortir de chez toi quelque chose pour te donner bonne conscience, venir le mettre chez moi, et venir polluer chez moi. Non, on va toutes les deux prendre conscience de ce que ça pèse, on va le mesurer. Et comment, on va te dire, comment on le mesure, ça ? Alors, on a développé une compta carbone. C'est encore... on est à la V1 de l'outil. On est en train de le travailler avec un client. En fait, on co-construit avec nos clients énormément. Et on co-construit avec un client d'une personne publique qui va nous amener dans nos data centers plus de 2 milliards de données, donc c'est quelque chose de juste colossal, et on est en train de lui dire, écoute, on prend tes données aujourd'hui, on va mettre en place tout de suite la politique d'archivage, on va purger quasiment dans la foulée de ce que tu vas nous donner, et on va essayer de quantifier au mieux, avec nos impacts serveurs, notre impact électricité, le coût de développement de cette donnée, le coût de développement de la solution, de faire une mesure, et c'est un indicateur qu'on va suivre. Comment est-ce qu'on peut chacun partir à la chasse aux dark data ? Alors, il y a un process, une recette, faire le ménage dans ces données. On aimerait avoir une recette miracle. Si on avait eu, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce serait du consumérisme total. Aujourd'hui, sur comment on peut faire ? La première, c'est déjà ne pas surstocker individuellement, ne pas surstocker la donnée. Alors, j'ai mon document, je ne sais pas, mon justificatif de domicile. Ce ne sont pas des exemples pertinents, mais c'est juste... Je l'ai une fois parce que je l'ai envoyé à ma banque. Puis je l'ai rescanné. Mon passeport surtout, tiens, c'est un bon exemple. Mon passeport. Moi, à titre personnel, je l'ai une fois pour mon dossier avec mon appartement. Je l'ai une fois avec ma banque. Je l'ai une fois avec je ne sais pas quel organisme. Alors ça veut dire, au niveau de tout à chacun, essayer d'y penser. Exactement. Notamment sur ces téléchargements, faire le ménage régulièrement. Au niveau d'une entreprise, comment elle peut partir à la chasse aux dark data ? Elle doit mettre en place une politique d'archivage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est être capable de se dire, chaque document a une durée de vie. Il y a une durée de vie légale et il y a une durée de vie de ce dont j'ai vraiment besoin. Et puis, non, je ne stocke pas 3 fois dans 3 systèmes différents la même information. Aujourd'hui, la plupart des systèmes d'information des moyennes et des grandes entreprises sont maillés de différents rachats. Donc, pas nécessairement d'une synergie d'informations, de venir tout déverser dans un seul et unique système, tel que, bien évidemment, ce que propose Innovation and Trust, mais pas que, dans lequel je déverse à un seul endroit qui lui-même va venir définir des politiques d'archivage. On parle d'un système d'archivage électronique, en réalité. Quelque chose d'un système qui soit intelligent et qui va permettre aux entreprises de mieux gérer leurs données et de la remettre aussi à disposition des data scientists. On dit tout le temps, on passe son temps à courir après la valeur de la data. Tout le monde parle de ça. Ma data, elle a une valeur. C'est-à-dire que aussi, toute la tendance autour du big data n'a pas aidé à partir à la chasse au dark data, j'imagine. Alors, oui et non, parce qu'en fait, le big data a généré de la dark data. Donc, je ne l'enlève pas parce que je veux en avoir besoin. Bien sûr. Ouais. Mais t'en as besoin, mais tu t'en sers pas. Elle est chez toi, en fait. Ton patrimoine, il est là. Tu n'as plus tes linéaires de papier, tu as des linéaires de data. Fais-en quelque chose. Mais ne les laisse pas croupir dans un coin, parce qu'elles te coûtent cher. Et ça demande quel type de compétences en interne dans une entreprise ? Qui s'occupe de l'archivage numérique ?
Alors, il y a des entreprises qui ont des personnes dédiées à l'archivage numérique, alors, qui viennent de formations dédiées à ces sujets-là. Il y a du normatif également, hein, donc on peut se former au travers du normatif. On a une norme qui s'appelle la NF 461, alors ça fait très verbeux dit comme ça, mais en réalité qui donne quand même les grands principes de cette gestion, de mieux gérer ces datas. Et puis c'est pas technique, c'est métier. Il faut que le métier continue à prendre le pouvoir dans les entreprises. Je suis tech, je fais de la tech tous les jours, je gère des informaticiens ou des développeurs informatiques. Ils ne doivent plus avoir le pouvoir. On doit être mis au service du métier, au service des processus. On disait tout à l'heure, Tessie est là pour améliorer les processus de l'entreprise. C'est eux qui vont nous dire aussi comment ils veulent utiliser l'information, de quoi ils ont besoin. À nous de leur mettre à disposition le reste. Des contraintes aussi réglementaires qui s'imposent, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a la loi. Chaque métier a une loi qui l'embarque. Les banques ont un code, l'assurance a un code, le social a un code qu'il faut respecter. Ça génère aussi de la dark data. Ouais. Et quand on a vraiment de la dark data qui commence à coûter très cher, il ne faut plus la stocker au même niveau que les autres informations. Donc on a 3 niveaux. On a basiquement le chaud, le tiède, le glacier. Il faut pouvoir redescendre sur des espaces qui ne coûtent pas cher. Merci beaucoup Emmanuelle Hertel de nous avoir éclairé sur la manière dont on peut faire un peu de ménage dans nos systèmes et partir à la chasse aux dark data. Emmanuelle Hertel de Innovation & Trust qui est une filiale de Tessie. À suivre notre chronique Ouvalo Web.